bonjour, bienvenue dans ce Culture Mag spécial. Nous recevons Eliette Abécassis pour un grand entretien. Les Abécassis parlent aux Abécassis. Eh bien, rien de nous lie avec Eliette, hormis l'amour des livres, des mots et de l'écrit. L'écrivain, donc, Eliette est avec nous. Elle est fine, elle est gracile, elle a la voix douce, mais sur les plateaux de télé, on lui a connu un verbe très fort. Racines juives, marocaines, éducation républicaine, Hippocagne, Cannes, Normal Sup, agrégation de philo, professeur à Caen. Son roman Qumran, traduit en 18 langues, reste l'un des meilleurs thrillers archéologiques qui soit. Eliette Abécassis a toujours su allier identité individuelle et identité nationale, toujours su attraper simplement les choses de la vie, l'amour, l'adultère, le divorce, les enfants, la religion. Sauf que voilà, l'actualité a rattrapé ses rêves de fraternité. Alia, c'est le titre de son dernier roman, c'est aussi la montée des Juifs en Israël. Alors avec Eliette, si elle le veut bien, nous parlerons de la France que l'on quitte et que l'on doit défendre. Nous parlerons des Juifs de France, de mixité et puis aussi d'amour, parce que dans les romans d'Eliette Abécassis, eh bien, on ne passe presque jamais à côté de l'amour. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup, Eliette, d'être avec nous pour défendre ce 19e roman. Alors, Alia, les lettres claquent. C'est l'histoire de deux femmes, et surtout d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui est tentée par l'idée de quitter la France. Est-ce que c'est ce qui vous est passé par la tête ? C'est ce qui me passe par la tête depuis un certain temps, depuis plusieurs années même. L'été dernier, j'étais en train d'écrire un roman sur un tout autre sujet. Et puis il y a eu ces manifestations antisémites en fait, où on entendait mort aux Juifs, où des gens ont attaqué une synagogue, ont brûlé des commerces juifs. Et là, j'ai tout arrêté, j'ai ouvert un nouveau dossier. Et puis j'ai commencé à écrire. Et j'ai poursuivi l'écriture jusqu'en janvier, où j'ai dû en fait tout reprendre avec une coloration beaucoup plus tragique et dramatique. Et effectivement, dans ce contexte de montée de l'antisémitisme depuis plusieurs années, en fait, ça me hante depuis le meurtre d'Ilan Halimi, puis il y a eu Toulouse, l'attentat de Bruxelles, et puis tous ces actes quotidiens d'antisémitisme quotidien où les gens se font taper comme ça dans la rue. Et effectivement, on ne peut qu'être dans un profond malaise quand on est juif, et on ne peut que se poser la question de quel est le sens de la vie ici. Alors justement, donc après cette énumération de tout ce qui cloche en France et qui est terriblement percutant, vous écrivez que le judaïsme est né d'une injonction de Dieu. Quitte ton pays, écrivez-vous dans le livre. Donc l'autre personnage féminin du livre, Gabrielle, elle part en Israël. Est-ce que selon vous, Eliette, elle abandonne son pays? Je pense que en fait, Israël est un idéal. Un horizon auquel on pense depuis toujours, mais complètement, d'une façon totalement indépendante de ce qui peut se passer dans son pays. C'est une véritable aspiration et c'est ce vers quoi on tend. Donc cela dépasse ça. Maintenant, il y a des accélérateurs, il y a des événements qui font que on doit partir, mais pas seulement par idéal, mais dans l'urgence et dans la nécessité. Et c'est ce qui pousse effectivement l'amie de mon héroïne à partir, comme beaucoup de gens autour de moi. Alors, dans mon roman, c'est un petit peu le reflet de ce que je constate dans la vie, c'est-à-dire il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui restent qui disent non, il faut rester justement pour combattre, notre pays c'est la France. Et mon héroïne fait tout un retour sur son histoire, l'histoire de sa famille en France, et à travers cela sur l'histoire des Juifs de France, qui sont sur le sol français, pour certains d'entre eux, ceux du comtat venessin, depuis l'an 70. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus français qu'un juif, en fait. Bien sûr. Donc, les racines sont profondes, l'attachement est profond, et puis le déchirement est réel quand il s'agit de quitter son pays, même si l'on part par idéal. Alors, Eliette, dans votre roman, Alia, il y a également un autre personnage masculin, Julien, ténébreux, terriblement attractif. Une partie de sa famille a sauvé des juifs, une partie de sa famille a dénoncé des juifs. Est-ce que Julien, vous ne voulez pas dire qui c'est, on ne vous demandera pas, mais est-ce que Julien incarne la France d'aujourd'hui ?
Oui, évidemment, ce personnage, avec cette tension amoureuse de mon héroïne sur plusieurs années, effectivement incarne l'attachement qu'elle a pour son pays, avec toute l'ambiguïté que cela comporte, parce qu'effectivement, il y a eu les justes qui ont sauvé les Juifs, et puis il y a eu les collaborateurs et même les miliciens qui les ont tués. Et donc il y a cette ambivalence de cet attachement que l'on peut ressentir pour la France, où on aime la France humaniste, la France des Lumières, la littérature française, les philosophes, et puis on déteste la France pour ce qu'elle a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela revient d'une façon très vive et très intense et très dramatique aujourd'hui, où l'on se repose ces questions, mais quelle est notre place ici? Est-ce qu'on a une place ici? Et quelle est la force de nos racines dans ce pays? Quel est le poids de cet attachement et pourquoi ce déchirement quand on pense quitter son pays? Pourquoi est-ce que quand on va en Israël, on se sent très très français? Et pourquoi quand on est en France, on n'aspire qu'à partir? Ce sont toutes les questions que je pose dans ce roman sans trouver de réponse. Alors justement, donc, vous énumérez cette longue liste de ce qui fait le quotidien des Juifs de France aujourd'hui, les assassinats, les insultes, les recherches antisémites sur Google, l'armée qui garde les lieux juifs. Et en même temps, page 21 du livre, Esther, donc votre personnage, dit « Nous sommes accoutumés à vivre comme ça depuis des siècles ». Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé, c'est une perception du quotidien qui est différente. J'ai voulu faire un livre très impressionniste. C'est parti de... en fait, j'étais avec mes enfants, comme ça, dans un taxi, et puis ils ont commencé à me parler du Shabbat, et puis je leur ai dit « chut ». Et en fait, ce geste-là, que beaucoup de gens partagent, on enlève son étoile de David pour marcher dans la rue ou quand on va dans le métro. On n'ose plus, ça aussi beaucoup de gens l'ont raconté, mais je l'ai vécu quand je suis dans un magasin, j'ose même plus dire le nom de mon fils parce qu'il a un nom très juif. C'est-à-dire cette angoisse, cette peur, cette volonté de nouveau d'être des maranes, de se cacher, de se dire non, soyons discrets là, il ne faut plus montrer qu'on est juif, c'est plus le moment. Et c'est ça qui a changé en fait depuis quelques années et c'est ça qui fait que la vie devient difficile au quotidien, en fait. Eliette, en 98, vous avez écrit un essai sur le mal. J'aimerais savoir ce qui incarne pour vous le mal aujourd'hui. Mais auparavant, on va regarder un court extrait d'une émission France 5 avec votre voix douce, mais avec une ténacité incroyable. Vous avez tenu tête et démonté littéralement Jean-Luc Mélenchon. On va écouter cet extrait, puis on parle du mal après, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un mot qui est difficile à prononcer pour vous ? Le mot d'islamiste, parce que dans tout le discours que vous avez fait, vous n'avez pas prononcé ce mot. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est important de mettre des mots afin de pouvoir combattre l'ennemi et que si on ne le nomme pas, on ne peut pas le combattre? C'est votre avis, mais ce n'est pas le mien. Alors, dans votre livre, Eliette, les Juifs sont mal en France. Est-ce que le mal vient de l'islamisme radical? Est-ce qu'il vient des religions extrêmes? Est-ce qu'il vient de la gauche, l'ultra-gauche, qui ne voit rien, de l'ignorance des réseaux sociaux, d'Internet? Ça vient d'où, le mal, aujourd'hui, Eliette? Voilà, c'est ça qui est angoissant, c'est qu'on a l'impression que ça vient un peu de partout. C'est-à-dire qu'il y a l'ultra-gauche, il y a l'extrême droite, la montée de l'extrême droite qui est aussi très inquiétante pour les Juifs. Il y a l'islamisme radical. Et puis, il y a ce quotidien des médias. Et à un moment donné, mon héroïne dit, mais en regardant la télé, moi, j'ai envie de devenir antisémite tellement, en fait, il y a une propagation à travers l'image d'Israël, d'une image négative des Juifs, puisqu'on ne peut pas faire la séparation entre les deux, et que l'antisionisme est la forme moderne que prend l'antisémitisme. Je pense que l'antisémitisme se réinvente malheureusement à chaque siècle. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est l'antisionisme. Et cette image d'Israël qui est diffusée un peu partout, tellement négative, fait qu'on a l'impression d'assister à une véritable propagande antisémite qui dépasse même le cadre d'un parti politique, qui devient une sorte de doxa. Mais d'ailleurs, page 95 donc de Alia, votre personnage prof s'entend dire « Madame, vous êtes feuge, donc vous êtes sioniste. Hitler avait raison, il faut tuer les sionistes et les juifs parce que les juifs, ils tuent nos frères palestiniens. » Vous pensez qu'on peut dépêtrer ça avec quoi? De l'enseignement, de l'éducation ou avec
une fuite vers Israël? Moi, je suis d'une famille d'enseignants, de parents à enfants. Je crois vraiment dans le pouvoir de l'enseignement. Malheureusement, c'est vrai, mon personnage est professeur et j'ai voulu aborder ce thème de l'école parce que je pense qu'il y a une démission, un laisser-faire, un laxisme incroyable dans l'éducation qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Il y a une quinzaine d'années, un livre est paru, les territoires perdus de la République sous la direction d'Emmanuel Brenner, oui. Les territoires perdus de la République donnaient une cartographie très précise de ce qui se passe dans les écoles et qui ne fait que s'aggraver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut plus enseigner la Shoah, on ne peut plus parler de judaïsme, mais au-delà du judaïsme, d'autres thèmes religieux ou même littéraires. Donc, et là, effectivement, on a l'impression qu'il y a un laisser-faire Oui, non, ce que je disais qu'en même temps, il y a eu effectivement, alors vous citez dans le livre cette espèce de fraternité qu'il y a eu à Cordoue, et puis il y a également le discours de Manuel Valls. Il y a bien quelque chose entre ces deux, dans ce spectre-là. Voilà, c'est ça. Il y a eu un sursaut après janvier, et cet extraordinaire discours de Manuel Valls où il a dit « La France sans les Juifs ne sera plus la France ». Et aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises, des mesures très fortes, qui sont effectivement rassurantes. Mais en même temps que ce sursaut, lors de cette manifestation du 11 janvier où tout le monde était dans les rues, eh bien, il y a une question extrêmement dérangeante que l'on ne peut manquer de se poser. Est-ce qu'il y aurait eu autant de monde dans les rues s'il n'y avait eu que l'attentat de l'Hyper-Cacher? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu autant de monde dans les rues lors de l'attentat de Toulouse? Oui, pourtant, et cette question-là est ennuyeuse. Oui, alors je vous coupe un peu, parce que si on regarde les chiffres de la Commission nationale des droits de l'homme qui datent de 2014, alors on est à la fois un tout petit peu optimiste et en même temps terriblement déprimé, c'est-à-dire que la propagation des idées antisémites touche toutes les couches de la population, mais dans le fond, la communauté juive est perçue comme la communauté qui pose le moins de problèmes à l'ensemble des Français. Est-ce qu'il n'y a pas un message d'espoir là-dedans? Et est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de dire aux Juifs, vous êtes là, solubles dans la République et vous avez votre place dans la République? Oui, je pense qu'il y a aussi ce message-là auquel il faut croire, voilà, et rester dans la République parce que les Juifs ont aussi leur place en France, mais à condition de combattre et de savoir comment. Et ça, c'est toute la difficulté et tout le questionnement de mon héroïne et le mien aussi, c'est-à-dire qu'en est-il de l'avenir des Juifs en France et est-ce que les mesures seront prises pour que la situation puisse évoluer dans le bon sens et pas dans un sens catastrophique comme ce qui s'est passé ces dernières années? Eliette, page 38, vous écrivez « Tout ce qui n'est pas transmis s'oublie ». Est-ce que votre livre ne s'adresse qu'aux Juifs ? Alors non, pas du tout. C'est un livre sur la France en fait, plus que sur les Juifs. C'est vraiment toute une réflexion sur l'identité française, sur la grandeur de ce que la France nous apporte, et puis sur l'avenir de la France, sur cette société qui se désagrège et qui se fracasse sur une réalité dérangeante, et en même temps sur la grandeur et la beauté de ce pays. Enfin, je parle même des régions, de l'attachement que mon héroïne a à travers la littérature, parce que la littérature, c'est fondamental, et la littérature française est une littérature extraordinaire. Donc c'est à la fois un plaidoyer pour la France et puis un questionnement inquiet sur la France. Et sur l'identité aussi. Alors, la fin du livre, Alia, fait écho, enfin il me semble, au livre de Michel Houellebecq, les derniers mots de votre livre, ça fait référence à Soumission. Donc les derniers mots, c'est « Dans 10 ans, la France ne sera plus la France ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, effectivement, cette conclusion en forme de grande question, c'est-à-dire la France, pour reprendre la question de Manuel Valls, la France sans ses Juifs, sera-t-elle la France? À chaque fois que les Juifs ont quitté un pays, le pays a sombré. Donc, c'est simplement que la France, effectivement, si les Juifs doivent la quitter, eh bien, effectivement, la France ne sera plus la France. Voilà ce qui va se passer. Donc, il n'y aura plus rien à regretter. Alors, Eliette, il faut quand même dire, on va terminer là-dessus, que votre livre, c'est aussi une histoire d'amour, une très jolie histoire d'amour. L'amour n'est jamais très loin. C'est l'amour qui triomphe. Qui triomphe de quoi ? C'est l'amour qui triomphe. Alors, c'est une histoire d'amour avec un homme, et puis c'est à travers ça une histoire d'amour avec un pays. Mais c'est aussi un amour français. C'est-à-dire, mon héroïne enseigne La Princesse de Clèves à ses élèves. Et puis, il y a cet idéal de l'amour français qui est très spécifique, qui est un idéal d'amour absolu, auquel on donne tout, et qui est parfois compliqué à incarner dans le réel. Parce que ne racontez pas tout, ne racontez pas tout. Il faut qu'on puisse lire le livre. Voilà, je vous coupe là, Eliette. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt et bravo pour ce livre, Alia. À bientôt. Merci.